Bonjour et bienvenue dans le 23e épisode du podcast AWS en français. Cette semaine, nous allons parler de FinOps et j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast François Denis, qui est consultant en transformation cloud pour Cloudreach ici en France, basé à Paris. Ça fait plus de 15 ans, je crois, François, que tu travailles pour des grandes entreprises. Dis-moi, FinOps, c'est quoi ? FinOps, pour moi, c'est un ensemble en fait de best practices à la fois culturelles et techniques qui vont vraiment permettre d'optimiser le coût d'une infrastructure cloud, mais sans jamais vraiment mettre en danger la capacité d'innovation du cloud. C'est-à-dire que on cherche vraiment à trouver l'équilibre entre un coût optimisé et une innovation qu'on ne souhaite pas freiner par des notions de budget trop serré ou d'autres choses comme ça. Donc c'est vraiment le FinOps, c'est à la fois culturel et technique. Donc c'est pas la police budgétaire, on est bien d'accord. Ton but, c'est d'accompagner les équipes qui dépensent dans le cloud, qui font de l'innovation, de la recherche, de la production, mais tout en contrôlant quand même les coûts que cela engendre, avec un mixte technique et méthodologie. Alors justement, tu travailles pour le moment auprès d'une grande entreprise française sur une mission FinOps et donc d'économie sur leur facture AWS. Quelle est la méthodologie que toi et ton équipe vous mettez en place pour contrôler les coûts et pour comprendre les coûts ? Alors, la plupart du temps, en fait, il y a toute une phase de découverte qui va être nécessaire. Et cette phase de découverte, comme je l'ai dit, elle va être d'abord d'un point de vue strictement comptable. Regarder, faire une première vision en fait de qu'est-ce qui est dépensé par l'entreprise, qu'est-ce qui est dépensé par le client, les différents postes de dépenses. Donc, quand on parle de postes de dépenses dans une facture AWS, on va parler EC2, on va parler RTS, on va parler réseau, on va parler de tous les services AWS sont facturés à la demande. Et donc l'idée, c'est vraiment de commencer à avoir une observation dans le cas de mon client, on sait qu'ils savent que tout ce qui est en environnement de production, il est difficile de faire des changements et on va y venir par la suite sur quel changement on peut faire. Mais vraiment, l'important, c'est de regarder principalement les environnements de développement et de staging, par exemple, de qualification. Comment est-ce qu'on peut consommer moins d'informations? Et donc, une fois qu'on a une première vue de la dépense globale, on va aller rencontrer les équipes, discuter, essayer de comprendre qu'est-ce qui amène ces différentes dépenses. Voilà, le but de la personne FinOps, c'est d'arriver avec son background technique, ses chiffres, et sa compréhension à la fois de ce qui peut être côté finance et côté développement, des contraintes de chacun et des besoins de chacun. Donc c'est vraiment rentrer et entamer des discussions avec tout le monde pour améliorer, pour voir par quel côté on va essayer de réduire la facture. Alors tu parles méthodologie, mais c'est intrinsèquement lié à la technique. Il faut une super bonne connaissance de la plateforme cloud en question, dans ce cas-ci AWS évidemment, pour comprendre les postes où il y a moyen d'économiser. Voilà, alors il faut comprendre effectivement le rôle de FinOps, il est assez équilibré. Il faut avoir un background technique, comprendre bien sûr les services, comment ils fonctionnent, comprendre que certains services sont s'ils peuvent être démarrés, arrêtés, savoir parler le langage des bases de données, parce qu'il y a des gens vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vont vous parler de leurs problématiques de base de données, de pourquoi ils ne peuvent pas arrêter leur base, ou pourquoi ils pourraient, mais ils ne vont pas le faire, etc., etc. Donc oui, effectivement, il y a cet aspect technique, mais il y a aussi l'aspect un petit peu financier dans lequel il faut avoir des notions de CAPEX, d'OPEX, de choses comme ça, de qu'est-ce qui régit en fait d'une certaine manière l'entreprise d'un point de vue financier. Et puis un volet éducation également, je suppose, puisque tout le monde n'est pas expert cloud par définition, et les gens apprennent, et c'est normal d'apprendre. Et donc tu dois aussi sensibiliser les différents acteurs. Tu parlais des DBA, les devs, DevOps, sysadmin, etc. Les sensibiliser sur les coûts qu'ont leurs décisions, qu'ont leur choix de design, qu'ont leur action. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il y a certaines choses qui sont pas forcément, qui sont pas claires forcément, en tout cas qui n'apparaissent pas forcément aux yeux de tous. Et dès le début, c'est effectivement la notion de coût, parce que c'est tellement facile de déployer des ressources dans le cloud que on peut
avoir tendance à perdre la notion du coût. Si on était sur quand on parle de ce qui se passait avant ou en tout cas dans les environnements de data center où il y avait des achats massifs de capacités de calcul avec un amortissement sur plusieurs années. Aujourd'hui, dans le cloud, on a cette capacité d'innovation et donc de pouvoir provisionner des ressources de manière quasiment illimitée et d'un simple clic ou d'un simple call API. Et donc en fait, ça change complètement la façon de dépenser et il faut que les équipes de développement soient conscientes que leurs actions ont un coût et que, par exemple, si on fait du dev et qu'on laisse tourner des grosses instances la nuit quand on part du boulot, et ben en fait, on paye pendant ce moment-là. On paye, l'instance va coûter de l'argent pendant la nuit. Donc, c'est une question d'éducation des gens et de leur dire, bah écoutez, voilà, quand vous arrêtez de travailler le soir, si vous le pouvez, éteignez vos instances, éteignez ci, éteignez ça. Voilà. Éteignez la lumière avant de sortir. On va revenir sur des aspects pratiques juste après. Mais avant d'aller sur ces aspects pratiques, est-ce que tu dirais que FinOps, c'est un nouveau métier, un métier induit ou généré par les clouds en général? J'ai vu sur Twitter et dans d'autres médias sociaux certaines personnes qui se donnent le titre de Cloud Economist. J'aime beaucoup le titre, ça m'a fait sourire. C'est vraiment un nouveau métier de l'informatique? Je dirais pas que c'est nouveau, je dirais que ça a fortement évolué. C'est simple. En fait, et ce qui est nouveau, c'est cette nécessité d'avoir à la fois un pied dans la technique et un pied dans la finance. C'est ça. Quand on parle aujourd'hui dans le cloud, on parle de cost control, de choses comme ça, de gestion de la capacité, et de choses comme ça. Et les personnes FinOps ont réellement besoin de créer un langage commun et de donner un langage commun dans l'entreprise pour permettre à la fois aux développeurs et aux équipes techniques de parler, de se comprendre avec les équipes financières. Ce qu'il faut vraiment bien dire, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas la police des coûts, c'est un facilitateur en fait pour avoir et surtout quelqu'un qui va avoir comme objectif de ne pas freiner l'innovation, mais d'être conscient des coûts. Ouais, c'est important, ça aussi, de ne pas ralentir la vitesse de développement, parce que c'est un des avantages de l'utilisation du cloud. Sensibiliser les acteurs, c'est un point qui m'interpelle. On fait ça chez nous, chez AWS, et je donne juste un petit exemple. Tous les mois, je reçois ma facture AWS. Alors, c'est un compte interne, c'est pas moi qui dois la payer, évidemment, mais je sais combien je dépense, combien je coûte, même si c'est pas nécessairement du vrai argent, puisque c'est AWS, donc on ne se paye pas nous-mêmes, mais et ça permet aussi de se benchmarker par rapport aux autres. Et voilà, j'ai pas de limite, mais au moins je sais que ce mois-ci, j'ai économisé, je n'ai pas dépensé $100, $200, $1000, ou comment je me situe par rapport à une équipe aussi. Et c'est quelque chose de nouveau, je suppose, pour les devs, de les sensibiliser. Je pense aux devs particulièrement, de les sensibiliser sur le coût de leurs actions. Et c'est quelque chose qui était noyé avant quand tu étais on-prem dans des data centers et qui peut être rendu visible maintenant grâce aux factures AWS. Ta mission pour le moment, donc tu travailles pour un grand groupe, 3000 salariés, ils dépensent plusieurs millions par an sur leur infrastructure cloud. Ils estiment pouvoir gagner combien juste sur cet aspect ingénierie financière, donc toutes autres choses étant égales par ailleurs, comme on dit en économie, sans compter sur une augmentation ou un ralentissement de l'activité? Alors, les gains envisagés sont aujourd'hui, après plusieurs semaines de travail, les gains envisagés, on va dire sur l'année qui vient, se situent dans le pire des cas, à 23, entre 22 et 25%, et dans le pire des cas, pardon, entre 22 et 23%, jusqu'à, on imagine pouvoir économiser 40 à 50% si on arrive à mener à bien toutes les actions qui ont été mises en place. Donc entre 20 et 50%, sans ralentir l'innovation, sans brider les développeurs, juste avec de l'éducation et un tout petit peu d'ingénierie financière. Alors, pour arriver à ça, il y a plusieurs actions concrètes que vous allez mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place dans ce projet-là. Le premier, je crois qu'il est naturel, mais il est important de le rappeler, c'est qu'on paye à la demande, on paye à l'utilisation dans le cloud, et donc si on n'utilise pas, on ne paye pas. Donc ça serait
sous la catégorie consommer moins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le même niveau de qualité, même niveau d'innovation, mais en consommant moins? C'est exactement ça. C'est vraiment consommer moins, être conscient. En fait, c'est exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Et ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que est-il nécessaire d'avoir une instance RDS qui tourne 24/7 sur un environnement de dev? Est-il nécessaire d'avoir tant de endpoints SFTP qui sont toujours allumés sur un environnement de dev? Toutes ces choses-là, est-il nécessaire en fait d'avoir les instances EC2 qui tournent 24/7 s'il ne s'y passe pas grand-chose ou si c'est vraiment des environnements de développement? Et donc, à partir de là, en fait, la méthodologie pour mettre en place cette éducation, c'est vraiment rencontrer les gens, discuter avec eux, avoir les chiffres. On reviendra, je pense qu'on pourra discuter de comment avoir les chiffres. Voilà, comment arriver avec des arguments et faire preuve de comprendre ce qui se passe et avoir des discussions qui peuvent d'un côté comme de l'autre être très très enrichissantes, pardon. Comme par exemple, moi je connais pas toutes les applications qu'ils font, mais j'apprends à les connaître et donc je comprends le mode de dépense, ce qui va être dépensé, je comprends pourquoi c'est dépensé comme ça, et eux vont comprendre que, j'en ai un exemple, peut-être que s'ils avaient fait différemment, ou si on peut aujourd'hui, si c'est encore possible de changer, est-ce qu'on pourrait aller dans cette direction-là pour dépenser un petit peu moins? Est-ce qu'on peut mettre en place une scalabilité un peu plus poussée? Est-on réellement obligé d'avoir quatre instances EC2 qui tournent en permanence, scalable jusqu'à 8? Est-ce qu'on pourrait pas réduire ça parce que ça coûte de l'argent, parce que tout ça. Donc voilà, il y a toutes ces discussions. Et donc l'idée de consommer moins, c'est éduquer par le chiffre, par la discussion. Il y a un aspect right sizing, trouver la bonne taille également, de dire voilà, on a peut-être pas besoin d'une instance avec 16 CPU et 100 gigas de mémoire on va regarder les métriques dans CloudWatch et on se rend compte que l'instance passe son temps à rien faire. C'est aussi un angle sur lequel tu travailles? Alors c'est un angle sur lequel je travaille pas énormément, mais sur lequel en fait je fais passer le message, sur lequel moi je ne fais pas l'étude de métriques CloudWatch là-dessus. Par contre, effectivement, j'ai beaucoup discuté je discute pas mal avec les développeurs sur, quand je vois une instance, effectivement, une 16X large, peu importe le type, je me pose la question, j'ai tendance à poser la question naturellement, mais t'es sûr que t'en as besoin? Voilà, c'est le genre de choses et la plupart du temps, et moi la réponse que je vais avoir, elle va me permettre de dire si jamais je rencontre la direction financière pour justifier les coûts. Si le développeur m'a dit bah oui je fais ça parce que cette instance-là elle fait ces traitements, moi je dis bah ok, c'est très bien, c'est parfait, c'est justifié, go, et moi je peux pousser ce coût-là auprès de la direction financière. D'accord, ça a du sens. Et puis je répète je rappelle souvent que parfois prendre une instance un peu plus grande, elle permet de faire le job en moins de temps, et donc au final on paye moins, même si à l'heure on paye plus, mais si on a le job qui se termine en 2 heures plutôt qu'en 4, ça vaut peut-être la peine de le faire également. C'est aussi un domaine où il peut y avoir de l'automatisation. Tu parlais d'éteindre les instances de dev qui ne sont pas utilisées la nuit et le week-end. On peut mettre en place assez facilement, puisque tout dans AWS a une API, on peut mettre en place des mécanismes pour faire ça automatiquement. Ça fait partie du scope du FinOps? Ça fait partie du scope du FinOps. Alors pas forcément la mise en place technique d'écriture des fonctions, mais la mise en place du plan global de scheduling, par exemple, accompagner les équipes de dev en disant bah voilà, il y a des équipes de dev qui sont locales à la France, il y a des équipes de dev qui sont en follow the sun par exemple, dans lequel typiquement on va pas forcément pouvoir éteindre les instances la nuit en France parce que ça sera le jour ailleurs où il y a des gens qui vont travailler. Donc le rôle du FinOps, il est d'accompagner, de définir avec les responsables applicatifs, les responsables des équipes, quels sont les moments où on peut éteindre, et de voir la faisabilité, et après de discuter, alors, dans le cas de ce client, avec un centre d'excellence qui lui sera responsable en fait pour tout ce qui est ce qu'on appelle shared services,
de mettre à disposition des équipes dev un script, enfin une lambda d'arrêt redémarrage des instances. Non, j'allais rebondir là-dessus. C'est ce qu'on appelle chez Amazon les mécanismes, parce que les bonnes intentions, ça marche pas. Je peux avoir toutes les bonnes intentions que je veux, dire oui, j'ai bien compris, je vais éteindre, etc. Il y aura toujours un moment où on va oublier, et c'est normal, et c'est humain, et on peut pas en vouloir aux gens pour ça. Donc mettre en place des automatismes qui renforcent ces politiques de manière à ce que ça soit automatique, ça fasse partie des best practices. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, celui que tu as appelé consommer moins, où on réduit le footprint sans impacter, je répète, et c'est important, l'innovation, l'agilité pour les développeurs, évidemment, sans impacter l'expérience client pour la production. Et puis, il y a un deuxième volet qui est vraiment de l'ingénierie financière, spécifique à un vendeur, c'est les optimisations financières. Je suppose que ça fait une grosse partie du boulot également. C'est effectivement une très grosse partie du boulot, parce qu'une fois qu'on a fait la première partie qui est d'éteindre et d'arrêter, on a quand même une baseline de ce que j'appelle une baseline, c'est-à-dire des instances qui fonctionnent en permanence. Ce qui fonctionne, on va essayer de travailler sur la réduction du coût de ces instances-là. Et donc pour ça, il y a plusieurs mécanismes. Là, aujourd'hui, chez ce client, je travaille principalement sur la partie EC2 et RDS. Donc les machines virtuelles et les bases de données managées. C'est ça, parce que ce sont les deux plus gros centres de coûts, en tout cas les apparents, sur lesquels on sait qu'on peut avoir des leviers assez faciles. Et donc quels sont les outils que tu utilises ou les outils mis à disposition par AWS que tu utilises dans ce contexte-là? Il y en a deux, un pour les EC2, un pour les machines virtuelles et l'autre pour les bases de données. Le premier pour les machines virtuelles s'appelle Saving Plans. Donc c'est quelque chose, tu me corriges, je crois que ça a été annoncé en novembre. Correct. Si je me trompe, c'est ça. Ouais. Voilà. Voilà, on va y revenir. Et le deuxième, c'est les réserves instances. Alors c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est assez ancien chez AWS. Ça date quand même de plusieurs années. Ce mécanisme en fait de réservation entre guillemets de consommation. On s'engage à consommer un certain montant, un certain temps, et en contrepartie, on a un discount. En effet, c'est un mécanisme assez ancien sur AWS qui dit on paye pour les ressources à la demande. Mais si on sait qu'on va utiliser une certaine quantité de ressources pendant une période de temps, on peut s'engager à l'utiliser. Et en contrepartie de cet engagement, le prix par heure est significativement plus faible, mais vous allez payer cet engagement que vous utilisiez la ressource ou pas. C'est-à-dire vous engagez à prendre une base de données pour un an et nous allons vous facturer tous les mois que vous utilisiez cette base de données ou pas. Alors quand je dis facturer tous les mois, il y a différents moyens de paiement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais le prix que vous allez payer par heure est significativement plus bas que celui en demand. C'est le mécanisme des Reserve Instances donc pour RDS. C'est un mécanisme qui existait également pour EC2, mais qu'on a remplacé par Compute Saving Plans. Les Reserve Instances, on vous obligeait à réserver une certaine capacité, un certain type d'instance dans une certaine région. Au début, c'était même une availability zone. Maintenant, c'est une région pour un an ou pour 3 ans. Mais c'était pas facile de changer de catégorie. Donc, si vous aviez réservé des instances, je sais pas, M5, et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'M5, mais des je sais plus combien, R4 ou R5, ben vous pouviez pas changer. Votre reserve instance, elle était achetée une fois pour toutes. Tandis qu'avec le Saving Plans, plutôt que vous engagez sur un type de ressource, vous engagez sur un budget. C'est-à-dire que plutôt que dire j'ai besoin de cette ressource-là pendant un an, vous allez dire je m'engage à payer $1,000 par mois en compute sur la plateforme. Nous, on va vous facturer ces $1,000 par mois. Mais en échange de ça, on va vous faire bénéficier d'un prix discount, d'un prix plus bas sur différents services qui utilisent EC2, donc EC2, ECS, EKS. Et même Lambda depuis très, très, très récemment. Et donc, vous avez plus de flexibilité parce que cet engagement, il marche à travers plusieurs comptes AWS, sur plusieurs régions et sur plusieurs services qui utilisent EC2. Comment tu analyses, comment tu approches la partie Saving Plans pour faire une recommandation qui soit correcte par rapport au footprint d'utilisation? Alors, effectivement, l'approche sur la partie Saving Plans, elle est différente de la partie Reserve Instance où, comme tu l'as dit, on s'engageait à consommer certains types de ressources. Sur Saving Plans, donc on s'engage à payer un certain montant. Et donc l'approche que nous avons utilisée, donc c'est tout d'abord, je tiens à dire qu'en fait on a décidé avec le client de faire
de comprendre le mécanisme, vu quelque chose d'assez nouveau, le client souhaitait comprendre et donc je l'ai accompagné dans la compréhension et la mise en place du saving plan. Voilà. Et donc ce qu'on a essayé de déterminer, c'est comment déterminer le taux d'engagement de saving plans sur lequel on va s'engager. Donc un montant horaire en l'occurrence. Et donc avec le client, ce qu'on a décidé, c'était de déterminer l'ensemble des instances EC2 de leur parc qui sont actives, on va dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou presque ça. C'est-à-dire que les instances qui sont 80-90% du temps actives, on les met dans une baseline, et ça va nous donner un coût. Si on ajoute le coût horaire de toutes ces instances-là, ça va nous donner un certain montant qui est notre consommation horaire moyenne, donc sur une semaine, sur un mois, sur un an, etc. Et une fois qu'on a cette consommation horaire moyenne, on sait que les instances qui sont dans ce bucket, si je puis me permettre, même si on ne parle pas de S3, voilà, ce saut d'instances qui nous coûte un certain montant horaire, eh bien, si on applique les discounts propres au saving plans et aux différentes méthodes d'engagement de saving plans, mais bon, c'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, on va arriver à un montant qu'on va payer à la fin. Donc, si par exemple, je vous donne un exemple, on a aujourd'hui, je sais pas, plusieurs centaines d'instances, ça nous coûte $100 par heure. Voilà, c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Si on applique les discounts inhérents aux saving plans qui sont entre 20 et 50%, voilà, suivant le type d'instance, suivant le type d'engagement, on va pouvoir réduire notre coût horaire de 100, on va le passer à 70, à 50, etc. Et on va s'engager sur le saving plan, c'est-à-dire, je vais m'engager à payer $70 de l'heure. Et là, donc, et toute la souplesse de saving plan, c'est là que c'est vraiment quelque chose qui est très très bien pour les clients. Quand AWS fait ça et quand nous, prestataires de services, on va chez les clients, on a vraiment l'impression de leur rendre un service avec ça. C'est-à-dire que voilà, nous, on a fait le calcul pour vous, et on sait que si vous vous engagez à payer ça, votre facture, ça va couvrir l'intégralité de ce que vous dépensez aujourd'hui. Il y a pas beaucoup d'outils. Il y a Cost Optimizer qui permet de faire des recommandations. C'est un nouvel outil également. Mais sinon, ton toolkit, c'est quoi? C'est Cost Optimizer? C'est beaucoup d'Excel, je suppose. Alors, c'est pas mal d'Excel, effectivement. C'est aussi les Cost and Usage Reports que j'importe sur lesquels je fais des requêtes dans Athena. On pourra en discuter. Voilà, donc j'ai un certain nombre d'outils. Ce qu'il faut savoir, et je trouve que c'est quand même très très important de le dire, il y avait une démarche de compréhension, d'éducation avec le client pour comment ça fonctionne les saving plans. Quel gain je vais pouvoir en avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos calculs qu'on a fait ensemble avec le client, sur lesquels je vais lui montrer comment on faisait, on arrive à 5% près de mémoire, ou exactement au même montant que suggérait l'assistant saving plans dans la partie billing de la console AWS. Donc, ce qui veut dire que, bon, d'une part, on avait fait un bon boulot, et d'autre part, et d'autre part que le modèle qui est utilisé s'applique, et c'est vraiment quelque chose qui est optimal pour le client. La suite de ça, c'est qu'aujourd'hui, avec le client, on va plus s'embêter, entre guillemets, à faire des feuilles Excel de calcul. On sait qu'on peut suivre les recommandations sans aucun problème. Et pour terminer sur cet aspect-là, c'est quelque chose sur lequel les nouveaux clients ne doivent pas nécessairement se ruer immédiatement, parce que, comme tu l'as répété plusieurs fois, il faut connaître son baseline. Il faut savoir quel est mon footprint, quelle est mon empreinte AWS aujourd'hui. J'ai combien d'instances, sur combien de régions, ça me coûte combien, quel type d'instance. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à optimiser. Il ne faut pas essayer de faire ça upfront quand on n'a pas encore déployé son premier projet. C'est ça, tout à fait. C'est très important, effectivement. Alors, tu parlais de Cost et Usage Report. Il y a aussi un outil qui s'appelle Cost Explorer. Comment tu utilises ces deux outils? Alors, Cost Explorer, c'est un outil qui est vraiment destiné à avoir une visualisation graphique des coûts. La plupart du temps, suivant le mode de fonctionnement de la société avec AWS, si on a des comptes par projet ou du tagging, les gens, en tout cas certaines personnes, ont accès au Cost Explorer. Et le principe, c'est qu'on sélectionne
le service qui nous intéresse, on sélectionne une time frame, donc on sélectionne un sampling, donc c'est-à-dire que c'est est-ce qu'on veut des coûts mensuels, des coûts hebdo, des coûts horaires, des coûts journaliers, et donc on va pouvoir avoir une représentation graphique de l'évolution des coûts sur un service donné, sur un compte donné, mais aussi, et c'est là où c'est intéressant parce que les gens ne le savent pas forcément, on peut avoir, il y a pas mal d'autres informations qui sont dedans, notamment le nombre d'heures pendant lesquelles les ressources tournent. C'est-à-dire que si on va dans usage type group de mémoire, il y a quelque chose qui s'appelle comme ça, et on recherche heures, donc tout est, on peut cliquer, et on a le nombre d'heures pendant lesquelles les instances EC2 tournent sur la période mentionnée. Donc c'est toujours intéressant, notamment quand on fait des calculs, de savoir combien d'heures on a consommé, parce que le but des réserves d'instances et des saving plans, c'est d'avoir la meilleure couverture possible, c'est-à-dire que ce qu'on paye, que ça couvre le maximum d'instances possibles. Après avoir fait les premières économies dont on parlait, d'éteindre les choses dont on n'a pas besoin, tout à etc. fait, c'est ça. Ne pas faire ça trop tôt dans le process non plus. Bien sûr. Et puis il y a les factures brutes également sous forme de rapports en CSV qui peuvent être livrés sur S3. Est-ce que tu vas plonger là-dedans également? Oui, d'une part parce que j'ai un background qui fait que j'ai fait pas mal de requêtes SQL il y a quelques années, et donc j'aime bien ça, et je trouve qu'en fait la grosse différence, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mêmes données qui apparaissent dans le Code Explorer que dans les Custom Usage Reports, sur lesquels on peut faire des requêtes donc par Athena. Dessus, ce sont les mêmes données. Simplement, en fait, il y a par exemple des choses qu'on peut pas faire dans le Cost Explorer, comme par exemple le grouping par plusieurs sous-divisions. Donc, on peut pas faire un groupement par service, par région, par type d'instance, etc. pour avoir un breakdown, alors que c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement dans une requête SQL. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les deux. Moi, ma méthodologie, c'est je commence par le Cost Explorer. Comme ça, j'ai ma représentation graphique de ce que je veux voir. Voilà, je veux voir par exemple les coûts. Les coûts EC2 sur telle période, pourquoi il y a eu un pic sur tel compte avec tel tag. Donc, je peux regarder ça rapidement. Et après, une fois que si je veux avoir plus de détails, je bascule dans Athena, donc qui récupère de manière journalière l'intégralité des factures. Et donc, et là, je peux par une requête aller un petit peu plus loin dans mon analyse, sortir le fichier, faire des filtres, et après les importer dans un tableur pour pouvoir faire mes propres manipulations de données. En fait, oui, tu as accès aux données brutes, quoi. Donc, tu peux les traiter, les massager, les masser, les tourner dans tous les sens dont tu as besoin pour arriver à trouver l'information que tu cherches. Je vais juste faire une petite parenthèse, que moi, j'ai parlé de rapport CSV, toi, tu parles de SQL, et donc, il y a un gap qui n'est pas nécessairement évident là, entre les deux. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? On n'y passe pas, justement, et tu as mentionné plusieurs fois un service qui s'appelle Athena, qui permet justement d'exécuter des queries SQL sur des données brutes en texte, en CSV, qui sont sur S3. C'est une version managée d'un outil open source qui s'appelle Presto et qui permet de faire ça. Donc, vous définissez votre modèle, vous définissez votre table avec les noms des colonnes, etc. Ça, c'est un truc à faire une fois pour toutes. Et à partir de là, vous pouvez taper des requêtes SQL dans Athena ou les exécuter en batch, etc. et extraire les données que vous souhaitez extraire les informations que vous souhaitez de vos données. Si quelqu'un veut se lancer dans ce métier FinOps, tu as parlé plusieurs fois de technique et business et un peu de data analytics. C'est quoi les compétences recherchées si tu devais engager quelqu'un pour faire du FinOps aujourd'hui? Alors, les compétences recherchées, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance technique, comme je l'ai dit, en tout cas un bon vernis technique sur moi-même. Je suis pas un expert développeur, je suis pas un expert en développement, je suis pas un expert technique sur voilà, mais j'ai mon background technique qui fait que je comprends le langage des développeurs, des équipes de dev, voilà, d'une part, et d'autre part, donc c'est avoir ce background technique, avoir un intérêt fort pour les choses. Comment fonctionne une entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce que ça nous rapporte, parce que et vraiment il y a quelque chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le but ultime de FinOps, c'est non plus de parler de dollars ou d'euros dépensés, mais de ramener le coût
à ce que l'entreprise produit, au service qu'elle produit. C'est-à-dire que si on est capable de dire, voilà, à la valeur que l'on produit, si on est capable de dire plutôt que je dépense $10,000 par mois pour faire ça, si on arrive à tourner la chose en disant je rends 1000 clients heureux par mois et ça me coûte ça. Et alors l'exemple est un petit peu poussé, mais c'est vraiment cette idée-là de pouvoir tourner. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fait aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on donne la valeur des choses. Et aussi, donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est avoir envie en fait de naviguer dans les entreprises, avoir envie de discuter avec d'interagir avec plusieurs équipes. C'est très intéressant et c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Donc c'est cette envie de discuter et de participer. C'est très transversal, au fait, à travers plusieurs métiers. Tu touches à toutes les lignes de métier. Il faut connaître la chose technique, évidemment. Parler technique, il faut pouvoir manipuler des données, donc tu as dit, et puis avoir cette envie de comprendre le métier des entreprises et de les accompagner dans leur transformation ou leur migration cloud. Passionnant, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui ont donné envie de se lancer. Au-delà des bénéfices immédiats qui sont évidemment économisés sur votre facture AWS. Deux petites choses pour terminer. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. Il y a un service qui s'appelle Well Architected Framework qui est disponible en self-service sur la console AWS, ou pour les plus grandes entreprises on peut venir chez vous et faire une review d'architecture de votre infrastructure. Et un des piliers du Well Architect Framework, c'est la maîtrise des coûts. Et donc là aussi, il y a des outils et des informations que vous pouvez utiliser pour maîtriser votre facture AWS. Et puis, je voulais mentionner qu'il y a depuis assez récemment, depuis quelques mois, une fondation FinOps qui a été créée, finops.org, et je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, évidemment, comme d'habitude, et de toutes les choses dont on a parlé, qui regroupe des professionnels qui sont intéressés par cette pratique de FinOps. Ils organisent des webinars et autres. Allez jeter un coup d'œil aux best practices qu'ils sont en train de créer. François, tu veux rajouter quelque chose, un mot de la fin en quelque sorte? Écoute, tout d'abord, merci de m'avoir reçu. Oui, voilà, vraiment, j'encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur comment optimiser ces factures AWS et ces factures de consommation, parce que c'est quelque chose qui vraiment est passionnant, et c'est un gain qu'on peut voir immédiatement. Et en ces temps un petit peu compliqués, c'est quand même pas mal de pouvoir d'avoir sous la main des leviers sur lesquels on peut agir pour économiser de l'argent. Pour économiser et pour réduire sa facture. Et au-delà d'AWS, j'ai envie de dire, c'est valable pour tous les clouds publics, cette pratique. Alors évidemment, les outils vont changer, mais la méthodologie est la même et le but reste exactement le même. François Denis, consultant en transformation cloud chez Cloudreach, merci d'avoir été l'invité du 23e épisode du podcast AWS en français. N'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks, de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions peut-être pour les prochains épisodes. Vous les laissez dans vos applications podcast, ou vous me contactez directement sur LinkedIn ou sur Twitter, Sebsto, SEBSTO, c'est mon Twitter perso, et je vous réponds personnellement. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un prochain. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.